Yepa untakiazia yepa ye. Yepa untariazia yepa. Yepa ye yepa ye. Yepa ye yepa ye. Ponon vice. Quanjo tole. Naminu de icheo. Wanamo agbon. Beni naminu icheo. Wakana fon e kaka. Dokpele. Douveye tongbo e goitole. Kanogi go e. Dodo kunye ton leji. Yepa untariazia yepa ye. Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter avec plusieurs invités et essayer d'apporter des éléments de réponse à une question qui est très large et qui est très complexe, donc qui se nomme Traverser, mourir d'exil. Pourquoi les migrants prennent-ils ce risque ? Alors nous abordons cette question dans le cadre des AOC de l'égalité, des apéros d'origine contrôlée, qui cette année malheureusement ne se tiennent pas en présentiel comme on dit, mais sur Internet. Et donc nous enregistrons cette émission de radio à Eau de Radio et nous allons discuter de cette question avec plusieurs invités. Juste une petite précision, donc les apéros d'origine contrôlée, ce sont la 13e édition, donc qui se déroulera du 1er au 12 décembre. Donc ces apéros, ces AOC permettent le temps de rencontre de mieux comprendre les problématiques de la société avec ceux qui agissent au quotidien. Et donc cette émission, comme d'autres, sera donnée sur Internet, sur le site des AOC, donc www.aocégalité.fr. Mais d'abord, nous allons écouter un petit extrait d'un film de Joël Akafou, qui est un documentaire. Donc Joël Akafou, réalisateur de documentaire que l'on aura en ligne depuis la Côte d'Ivoire. Donc le film s'appelle Traverser. C'est qu'il a lui me va dire que tu n'es pas l'homme. Oui, moi j'ai été mais tu m'as tué, tu es fort. Lui c'est l'enfer frère. L'enfer là. On dit qu'à Zaouia tu vois l'homme en haute créature. Un être humain frère. On dit si tu ne vois mais tu n'es pas l'homme. J'ai vu des gens nus frère, des gens qui n'ont pas porté. Il y a un gamin à la vie, mais il n'a pas porté caleçon. On voit ton habit. Son habit, son corps, même c'est plein. Il dit c'est quoi tout ça là sur les gens? Il dit que 40 coups. Il dit et lui, son pied à tout ici, il est pourri, à tout le monde. Et dans notre zodiac là, tout milieu c'était femme. Elle veut garder, toutes elles sont enceintes. Notre côté où nous on était assis là, zodiac c'était cassé. Où mon gars était assis. Il dit faut moi ici là, il vibre. Mon œil à tout est blanc. Il dit travail, Donc nous venons d'écouter un extrait du film de Joël Akafou, Traverser. Donc pour aborder cette question, traverser, mourir d'exil, pourquoi les migrants prennent-ils ce risque ? J'ai plusieurs personnes présentes autour de moi dans le studio d'Eau de Radio. Et en ligne, Joël Akafou, qui est réalisateur de documentaires, qui est en Côte d'Ivoire, qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Donc son dernier film, c'est Traverser, dont nous allons parler. Le précédent se nommait Vivre riche. Et la particularité, c'est qu'il y a un personnage qui est présent dans ces deux documentaires, Bourgeois, et donc il fait le lien entre ces deux films, et nous parlerons sans doute de la relation de Joël Akafou avec ce personnage, cette personne qu'il connaît. Une autre petite information, c'est que un des producteurs de Joël est en Nouvelle-Aquitaine, c'est les productions Vrai Film. J'ai à ma droite Isabelle Rigoni, qui est chercheur, qui est entre autres maître de conférences en sociologie au Centre Émile Durkheim à Bordeaux. Et parmi ses domaines de recherche, les migrations et les mobilités sont deux grands axes importants pour elle. À ma gauche, Florine, qui est bénévole à SOS Méditerranée, alors qui va sans doute nous parler d'un film, 387 perdus en Méditerranée, qui peut-être nous donnera aussi des informations sur ce qu'il advient aujourd'hui du bateau et où en est l'action des SOS Méditerranée en Méditerranée. Et en face de moi, donc, j'ai Ghassan Altaba, qui est réfugié syrien, qui est passé par la Turquie, qui est resté plus de 2 ans en Turquie, qui est maintenant en France depuis 1 an et demi, et qui est soutenu, entre autres, par l'association bordelaise Syrie Démocratie 33, qui est ici représenté par son président, Nawaf Safadi, qui fera également la traduction des propos de Ghassan. Alors peut-être pour ouvrir, quand on parle de cette question, pourquoi les migrants prennent-ils ce risque ? Moi, je voudrais juste préciser 2-3 petites choses. C'est vrai qu'on dit migrants,
On pourrait aussi dire immigrés, immigrants, réfugiés, voyageurs, expatriés. On pourrait employer différents termes. Et dans cette question qui est très large, on va peut-être déterminer quelques grandes raisons communes dans les choix d'exil et de départ. Mais évidemment, il ne faut pas oublier les contextes qui sont très différents selon les pays. Ce sont aussi des parcours singuliers, des histoires individuelles. Et je crois que toutes les personnes qui sont là autour de cette table n'envisagent pas cette question de la migration sous l'angle purement statistique, mais essayer, je crois, d'envisager des parcours humains. Alors peut-être pour commencer avec Joël Akafou. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un lien par un personnage, le personnage de Bourgeois, entre vos deux films, entre Vivre riche et Traversée, votre dernier documentaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur la généalogie de ce film, de votre documentaire de Traversée? Ok, merci. Déjà, comme vous le savez bien, Bourgeois, c'est l'un des personnages dans Vivre riche, qui, pendant que j'étais en montage de Vivre riche à Bordeaux, qui m'appelle pour me faire savoir qu'il est en Libye, qu'il avait besoin d'argent pour payer sa prison et autres. Et moi, je suis tout de suite un peu affolé. Sur le champ, j'essaie de le dissuader en lui disant « Ok, si je me démène à t'envoyer les sous, tu rentres directement au pays et puis j'essaie de voir comment les choses, comment t'aider, tu vois, à t'installer au pays, à gagner ton pain. » Il me dit non, envoie-moi l'argent. Donc, du coup, je réussis à lui envoyer de l'argent. Et ensuite, je devais payer le billet depuis le Mali pour qu'il rentre. Et cet argent a servi à Bourgeois à payer sa prison et à faire sa traversée. Et il m'a contacté quand il était dans un camp en Italie. Et je dirais c'est là que le film a commencé dans ma tête parce que j'ai pas dormi. Et j'avais très mal de savoir qu'il allait tenter cette traversée et mettre sa vie en péril. Et j'ai essayé par tous les moyens et je me suis posé les questions, mais à quel moment on arrive à là? Parce que moi, je n'étais pas vraiment un moment au pays en Côte d'Ivoire et autres. Et quand j'ai demandé à Bourgeois, il m'a dit, tu sais, Joël, je préfère mourir sur la mer que de mourir devant ma mère. Et cette phrase qui m'a fait larmoyer m'a amené à me poser des questions en fait, sur cette jeunesse ivoirienne particulièrement et aussi sur la jeunesse africaine qui aujourd'hui a le désir d'aller vers l'horizon. On va revenir, parce que c'est quelque chose qui est très présent dans votre film, justement, sur le rôle de la maman de Bourgeois et de la famille et le lien qu'a Bourgeois avec sa mère. Par rapport à ce qu'on venez juste de dire, en quoi Bourgeois est représentatif d'une jeunesse ivoirienne et en quoi il est singulier, en quoi il est... parce que votre film, il y a un groupe de jeunes qui se trouvent en Italie, ouais. Et ils ont des discussions collectives que vous avez filmées sur le sens de ce qu'ils sont en train de faire, sur ce qui se passe. Donc il y a cet aspect représentatif un petit peu large d'une jeunesse comme ça, mais en même temps chacun a son parcours. Donc pour Bourgeois, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'articule ces deux dimensions à la fois personnelles et plus larges? Ouais, ça s'articule déjà, je dirais. Quand tu vois le lien entre Vivre riche et Traversée, donc Vivre riche, c'est un personnage qui sait par des petits moyens arnaquer. C'est ça, cette jeunesse représentative, moi je dirais, d'un certain temps en Côte d'Ivoire, après une crise, au fait. Il faut dire qu'après la crise de 2002 en Côte d'Ivoire, le pays est divisé en deux, le chômage était grandissant, les déplacés des guerres. Moi, je suis un déplacé des guerres. Et on se retrouve tous à Abidjan, et c'est là qu'il naît un concept qui est un genre musical qu'on appelle le coupé-décalé. Le coupé-décalé, que moi j'appelle une musique de crise, arrive en Côte d'Ivoire et le peuple, je dirais, sans repère, s'y adonne à cette danse, à ce genre musical, à cette manière de vivre, qui est de vivre et mourir s'il faut vite, mais il faut vivre au fait parce que le pays n'offre pas de solution au fait. Et du coup, ces jeunes s'adonnent à la NAC pour pouvoir flamber de l'argent dans le maquis. Ça, c'était une jeunesse, je dirais, juste après la crise de 2002. Jusqu'en 2011, on est resté dans cette crise dans ce pays pendant 9 ans. Et le taux de chômage grandissant, a amené déjà aux jeunes Ivoiriens de dire « Ok, la NAC ne marche plus, on arrête d'encaisser, comme le disait, la dette coloniale. Il faut y aller, là-bas, chercher de l'argent. »
Et ça, c'est la deuxième jeunesse, je dirais, représentative aujourd'hui en Côte d'Ivoire que Bourgeois Mac lorsqu'il fait sa traversée. Okay. Et pour moi, il représente à la fois cette jeunesse qui reste au pays, pleure le chômage, pleure, je dirais, déjà aussi l'insécurité. Ouais, cette jeunesse aussi qui a envie, de l'autre côté, qui a envie de rejoindre l'Europe, parce que pour l'Europe, c'est l'Eldorado. Voilà. Ce qui est très marquant dans votre film, c'est parce qu'on sent que ça vous trouble énormément, c'est qu'il y a des passages du film qui sont en Côte d'Ivoire avec la maman de Bourgeois et les autres moments qui sont avec Bourgeois en Italie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rôle de cette mère pour Bourgeois? Quel rôle elle joue dans son départ et quel rôle elle joue ensuite? La phrase que vous avez citée tout à l'heure était importante, quoi, sur le fait, une fois qu'il est parti, qu'il est en Italie, il ne peut pas faire marche arrière, en fait. Ouais. C'est clair, en fait, on ignore, mais ou soit on ne veut pas le reconnaître. La femme en Afrique est le pilier de la famille. La femme reste le pilier de toute une famille. Elle est à la fois l'épouse et la mère de l'homme et la mère de tous les enfants. Et Bourgeois qui n'a plus son père, et qui, je sais pas, je pense que j'aurais fait comme Bourgeois si je gagnais pas ma vie, peut-être. Pour ma mère, je suis prêt à tout. Et c'est comme Bourgeois pour sa mère. Tous les jeunes, moi je dis, comme Bourgeois, comme des amis que je connais, on n'est pas prêt à voir notre mère mourir dans la faim. C'est impossible, au fait. C'est impossible. C'est impossible. Et la mère, elle représente tout pour Bourgeois. Je vous le dis, je sais pas jusqu'à combien on peut s'en rendre compte, mais pour Bourgeois, une bénédiction de sa mère peut l'amener de s'envoler, au fait. C'est une manière de dire, là où il pense que les deals et sa mère peuvent l'amener, il fonce. Je ne dirais pas que c'est elle qui a motivé son départ, parce que quand j'ai échangé avec la mère, elle ne savait pas qu'il partait. Et c'est quand il était au Niger qu'il a appelé maman, j'ai décidé de partir pour toi. Elle ne pouvait que l'accompagner en prière. Et pour Bourgeois, sa mère, c'est tout. C'est celle pour qui il vit, c'est sa raison de vivre, et c'est celle pour qui il veut réussir cette vie afin de lui faire honneur avant ses derniers jours sur Terre, quoi. Et vous, donc vous êtes documentariste, vous êtes cinéaste. Pour ce film, pour Traverser, là, on aurait pu faire une émission avec vous complète, mais là, c'est juste pour vous donner quelques indications. Qu'est-ce qui était important pour vous de montrer dans ce film, dans votre manière d'accompagner, de filmer Bourgeois et ses amis? Quels sont les grands choix, disons, que vous avez faits en tant que cinéaste? En tant que cinéaste, je me suis posé 3 questions. Je me suis demandé quel sens on donnait au mot mondialisation, en fait. Parce qu'à l'école, on nous a dit qu'est-ce qu'était la mondialisation. Moi, j'arrive à voyager parce que peut-être j'ai la bonne tête. Mais pourquoi pas Bourgeois? Et dans ce film, il fallait voir ce sens de traverser, soit par la neige, de voir plusieurs personnes. C'était pas seul Bourgeois, c'était tous des Noirs qui avaient des problèmes pour traverser. Je me demandais quel était le sens du mot mondialisation, si c'était à un seul sens ou c'était à sens variable. Et c'était ça déjà un premier. Et le deuxième, c'était de montrer quelque part qu'en Afrique, on ne part pas souvent à cause de la misère, au fait. Il y a des gens aussi qui partent parce qu'ils ont envie de se déplacer. Une dernière petite question, après vous pourrez intervenir si vous restez avec nous pendant la discussion. Juste, vous pourriez, travailler, filmer, vivre en France. Vos producteurs sont ici, vous pouvez avoir du travail ici. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en Côte d'Ivoire? Vous travaillez, vous êtes installé en Côte d'Ivoire? C'est ici que se trouvent mes histoires. Ok, je vous remercie. Bon, mais vous restez avec nous. Donc Florine, vous êtes bénévole au sein de SOS Méditerranée, donc vous allez sans doute nous parler de ce qui se passe aujourd'hui pour l'Ocean Viking, pour le bateau de SOS Méditerranée qui était hacké, qui est en attente de réparation pour pouvoir redémarrer ses missions. On vient de parler du film de Joël Akafou. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du film qui est soutenu par SOS Méditerranée, 387 perdus en Méditerranée? Oui, donc le film numéro 387 donc, de Madeleine Leroyer est un film qui rend hommage aux personnes noyées. Et donc l'idée principale et le message principal de Madeleine Leroyer, c'est qu'on n'oublie pas que derrière ces personnes mortes, ce sont des personnes, ce sont des vies, ce sont des prénoms. Et donc il est important et primordial et nécessaire, au nom de l'humanité,
de remettre un nom sur chaque personne. Donc elle a une compagne justement pour travailler et pour aider toutes ces familles à faire leur deuil, puisque sans corps, on ne peut pas faire justement ce travail-là. Donc c'est vraiment un message aussi plein d'espoir aussi. Hein. C'est un message plutôt lumineux, même s'il traite d'un message grave. Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel pour l'association, depuis le début, d'inviter sur le bateau des journalistes, évidemment, mais aussi des artistes, des cinéastes, des écrivains, des photographes, des dessinateurs? Donc, est-ce que ça, on sait que ça a commencé dès le début, et quel est pour vous, je pense que c'est dans le prolongement de ce que vous venez de dire, mais quel est pour vous le rôle de ces invités qui viennent assister au sauvetage de l'association? Alors, SOS Méditerranée, c'est une association qui a été créée en 2015. Ses missions, c'est le sauvetage et la protection. Et outre ces missions vitales, il y a la mission du témoignage, d'où la raison et la nécessité d'avoir sur justement l'Aquarius et sur l'Ocean Viking des photographes, des journalistes pour pouvoir témoigner, puisque ce message-là de témoignage, il est nécessaire, puisque notre rôle à terre, c'est d'expliquer ce qui se passe en mer et de montrer qu'en fait, tous, on peut agir et sauver des vies en mer grâce à ces témoignages-là. Et donc, comme c'est une urgence humaine, au nom de la dignité humaine, des artistes, forcément, se rejoignent aux missions de SOS Méditerranée. Et alors, avec les années, parce qu'évidemment, l'association sauve très concrètement des personnes, les accueille aussi ensuite et fait aussi ce premier lien entre les personnes et une future situation dans différents pays. Donc ça veut dire aussi un soutien psychologique, des discussions, des rencontres, enfin un accueil. Par rapport à cette grande question qu'on a posée au début, où je disais c'est une question très, très large, quoi, évidemment, qui dépend de beaucoup de contextes différents, de situations personnelles, etc. Qu'est-ce que l'association peut mettre en avant, quoi, disons, dans les raisons de ces départs, avec les risques qu'on connaît, avec les témoignages que vous recevez, avec les discussions que vous pouvez avoir avec les personnes? Qu'est-ce qui apparaît le plus, selon vous? Alors, SOS Méditerranée agit en mer Méditerranée centrale, qui est devenue la route migratoire la plus meurtrière et la plus empruntée au monde. Et donc, justement, tous les rescapés ont des messages et nous permettent et ont permis aux sauveteurs, aux journalistes, de recueillir les raisons justement de ces départs. Et donc, ils partent essentiellement des côtes africaines et des côtes turques. Et ceux qui partent, la majorité des côtes africaines, c'est pour fuir l'enfer libyen, comme l'a mentionné dans le film La Traversée, Joël Akafou. Puisque l'enfer libyen, c'est un pays où règne le chaos, où il règne l'exploitation sexuelle, où il règne le marché humain, où il règne l'esclavage, et c'est connu de tous, et c'est su de tous les États européens. Et donc justement, nous, les missions de SOS Méditerranée, c'est pour remplir le vide laissé par les États européens qui portent pas assistance en mer Méditerranée, qui est un devoir. Nos missions, en fait, elle est plutôt simple. C'est-à-dire qu'on applique le droit maritime, qui est de porter assistance à toute personne en mer Méditerranée. Et, c'est un droit fondamental. C'est à un moment donné, notre société, elle est faite avec ces droits-là. Et notre mission, elle est juste d'aller sauver des personnes qui sont mortes, parce qu'il nous paraît indécent et indigne et inconcevable de laisser des enfants, des adolescents, des hommes, des femmes mourir aux portes de l'Europe, qui fuient justement ce chaos. Et comme tout à l'heure, nous avons pu l'entendre dans l'extrait du film, les personnes disent qu'ils préfèrent mourir en mer, qu'ils prennent ce risque-là, c'est quand même assez puissant comme phrase, que de mourir en Libye. Et en fait, les personnes qui sont rescapées sur l'Ocean Viking, justement, témoignent de ces atrocités qu'ils ont subies. Et en fait, c'est des personnes, justement, qui se sont retrouvées en Libye, mais en Libye, pour un choix, la plupart du temps, pour un choix de travail. C'était pas un chemin de transit vers l'Europe. C'était vraiment pour y travailler. Et en fait, ils se retrouvent piégés et ils essayent juste de fuir ce chaos. Voilà ce qu'on a pu
ce qu'on récolte comme témoignage et en même temps ce qu'on veut dénoncer, et on souhaite que les États européens prennent leurs responsabilités. Puisqu'actuellement, l'Ocean Viking a été détenu donc, en Sicile dans un port Empédocle. Et là, actuellement, comme vous l'avez dit, on applique des travaux pour justement permettre de pouvoir repartir en mer, puisque notre mission première, c'est de repartir très rapidement justement en mer Méditerranée, parce que tous les jours, là, chaque jour, vu qu'il n'y a plus de navires ONG, enfin hormis l'Open Arms, pour justement porter secours à toutes ces personnes qui continuent de fuir. Donc là, l'Ocean Viking est parti au port Augusta pour justement répondre un petit peu aux exigences des gardes-côtes italiennes, même si... qui sont des formes d'empêchement, évidemment, je pense, selon vous. Tout à fait. Les navires ONG, actuellement, mais depuis de nombreuses années, subissent un harcèlement administratif que nous contestons fortement. Mais en même temps, notre obligation et notre mission, c'est le sauvetage. Donc on répond, même si le navire Ocean Viking est tout à fait apte à repartir en mer aujourd'hui. Donc on va écouter quelques sons, quelques témoignages. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots avant qu'on les écoute ? Oui, tout à fait. Donc ce qu'on va entendre comme extrait, c'est justement un travail qui a été mené par le photographe Anthony Jean, présent sur le navire de SOS Méditerranée, et qui a pu justement recueillir des témoignages de rescapés, des sauveteurs, et puis le discours de Sophie Beau, qui est la cofondatrice de l'association SOS Méditerranée. Quand je pense à mon ami Scylla, paix à son âme, c'est terrible ce qui lui est arrivé. Pendant toute la traversée, c'est lui qui m'a encouragé à ne jamais perdre l'espoir. Il sait que nous sommes partis pour aider nos familles à vivre mieux. Si nous mourons, c'est plein de vies qui sont mises en danger. Dans le bateau, j'avais mal au ventre, et lui aussi. Il avait avalé de l'eau et du gazole. Mes frères et mes sœurs. Nous ne le savions pas à l'époque, mais cet homme était mauvais. Il a violé ma sœur plusieurs fois, même lorsqu'elle se débattait. Les gardes me violaient régulièrement. Je l'ai tenu jusqu'au bout. Je ne voulais pas dormir pour pas le quitter, pour pas qu'il tombe complètement au fond du bateau. Nous avons réussi à nous enfuir, mais nous vivions comme des enfants des rues. Nous mangions dans les poubelles et nous dormions dans les rues. Il m'a vomi dessus. Il m'a chié dessus. Je lui tenais la main parce qu'on avait peur. Et maintenant, il n'est plus là. Et moi, je suis vivant. Nous voulions simplement gagner de l'argent pour pouvoir retourner à l'école. Un jour, ils nous ont amenés sur la plage. J'ai passé 3 jours dans les déserts. Il y avait aussi beaucoup de corps morts autour de nous. J'ai eu si peur. Là-bas, tu dois marcher sur le sable brûlant, sans chaussures. J'ai passé 2 mois en Libye et j'ai beaucoup souffert. Mon coxeur ne voulait pas me mettre dans le bateau, tant que je n'avais pas eu de relation sexuelle avec lui. Tu vois, la nuit dernière, je me suis réveillé en sursaut. Je croyais qu'on était encore sur ce bateau. Ça bougeait sur le pont. Comme je ne voulais pas me prostituer, j'ai fait ce qu'il voulait. Si j'avais su, je serais restée en Côte d'Ivoire. Et j'aurais souffert là-bas, mais jamais je n'aurais pris la route. Comme je le disais au tout début, nous avons en studio Ghassan Altaba, qui est réfugié syrien, donc qui est resté plus de 2 ans en Turquie, qui est venu lui en France. Alors, comme le disait Nawaf Safadi, le président de l'association Syrie Démocratie 33, vous n'avez pas fait la traversée de la Méditerranée, vous n'avez pas fait la traversée non plus par les Balkans, vous êtes venu en avion avec un visa D pour faire une demande d'asile en France. Donc Nawaf va nous traduire les propos de Ghassan. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle était la situation dans laquelle vous vous trouviez au moment où vous êtes parti, et la situation de la région en Syrie, je crois que c'est la région de Homs. Voilà, qu'est-ce qui se passait au moment où vous avez décidé, où vous avez été contraint de quitter cette région? ال 2014 وطلعت على لبنان من لبنان على تركيا وال 2014 شهر 7. Donc il est parti à cause de la guerre en Syrie. La guerre, ça veut dire le régime syrien. Il a décidé
de bombarder, de raser toutes les villes qui sont contre lui. Ces habitants de cette ville, qui s'appelle Homs, ils étaient obligés de partir vers le Liban et de Liban vers la Turquie. Ça se fait sur plusieurs vagues selon l'intensité de bombardement du régime syrien. Donc ils étaient dans l'obligation de quitter la Syrie vers la Turquie, le seul pays qui a accepté de l'entrée de réfugiés syriens. Et donc à ce moment-là, quand vous quittez, qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt vers la Turquie? Est-ce que c'est des informations que vous avez, ou des personnes que vous connaissez qui vous disent que vous pouvez passer par là, venir là? Comment ça se passe? Comment vous vous organisez avec votre famille dans ce moment-là, qui est une situation d'urgence absolue? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous orientez? Qu'est-ce qui fait que vous allez, par exemple, comme vous le disiez, plutôt vers la Turquie? ليش طلعتوا على لبنان وعلى تركيا؟ ليش ما اخترتوا طريق آخر مثلا بلد آخر تروحوا عليه؟ المتاح الموجود اللي كان موجود متاح قدامنا لبنان أو تركيا، ما في غيرهم يعني. La seule possibilité de sortir de la Syrie, c'était de partir vers le Liban. Le Liban, c'est pas loin de Homs, donc géographiquement, le seul chemin possible. Et après leur arrivée au Liban, la Turquie elle a accepté que tous ces gens ils passent par la mer, par la terre, par l'air pour arriver en Turquie. Donc le seul moyen possible que tous ces gens rentrent en Turquie. أنا قعدت أسبوع واحد بلبنان لأنه جماعة حزب صاروا يلاحقوا اللي كانوا موجودين بالحصار، عشان هيك قعدت أسبوع واحد بس بلبنان. Aussi, ce que les gens, les partisans du régime syrien au Liban, qu'il s'appelle Hezbollah, c'est le parti de Dieu, il a commencé à agresser les réfugiés syriens qui arrivent au Liban. Donc, c'était le seul chemin possible de partir aussi de la Syrie et du Liban après vers la Turquie, le seul pays qu'il a accepté de... Donc Ghassan a resté une seule semaine au Liban. C'était un passage, si vous voulez, pour aller vers la Turquie. À ce moment-là, est-ce que pour vous c'était un départ momentané, dans l'attente peut-être d'une évolution de la situation dans votre région d'origine, ou est-ce que vous avez eu conscience assez vite que c'était un départ pour beaucoup plus longtemps, voire un départ pour toujours? عندما غادرت سوريا كان بذهنكم انكم شيء مؤقت وفيكم ترجعوا بعدين ولا المسألة انه ما عاد في؟ وي كأنه يعني مؤقتا انه تخلص الحرب ونقدر نرجع. C'était pour eux au départ, c'était fuir la mort, mais en même temps en espérant de pouvoir revenir en Syrie quand la guerre s'arrête, quand le régime syrien sera qu'il quitte le pouvoir, et l'autre pouvoir qu'il peut venir, le pouvoir de peuple, si on peut dire. Il y avait une espérance dans l'esprit de réfugiés que c'est quelque chose de temporaire et que la révolution syrienne, elle va vaincre le régime dictatorial en Syrie et ces gens, ils vont revenir dans leur pays. C'est pour ça que vous êtes resté plus de 2 ans en Turquie? Peut-être en espérant pouvoir revenir? لهذا السبب انه بقيت بتركيا بس 2 سنين وبعدين فقدت الامل وطلعت لمحل ثاني. Oui, 3 سنين عندما تركيا. Oui, il peut corriger qu'il est resté 3 ans en Turquie parce qu'il a quitté la Syrie en 2014. Donc il est resté 3 ans en Turquie. Parce que tous les réfugiés ils ont perdu l'espoir que dans les conditions actuelles, qu'il n'y a pas de réfugiés, ils ne peuvent pas revenir dans leur pays. Donc il a cherché une autre issue, c'est demandé le visa à l'ambassade de France. واحدة الأسباب اللي خلتني أطلع إنه أنا ما عندي لي حدا، إخوات 2 راحوا عند النظام و2 تموا هون، عشان هيك جيت يعني أشوفهم، كان لي مدة ماني شايفهم. Donc il a une situation particulière, c'est qu'il a perdu 2 de ses frères, avec un qui était enlevé par le régime, qu'ils ne l'ont pas trouvé, un qui est mort, son père il est mort, et ses frères, les 2 frères, ils étaient
atteints par le bombardement. Ils ont perdu un bras, l'autre un pied, l'autre l'estomac, etc. Et qu'ils étaient sauvés par les hôpitaux turcs. Donc, ses frères, ils étaient déjà venus en France. Donc, il n'avait pas la possibilité de revenir. Et le seul espoir pour lui de trouver ses frères qui sont déjà en France. On en parlait avec Florine, avec Joël Akafou. Vous, je le disais au tout début, vous avez pu venir en France par avion pour votre demande d'asile. Quel regard vous avez, et d'autres personnes, des réfugiés syriens qui sont passés par la Méditerranée, entre autres depuis la Turquie, quel regard vous avez, vous êtes réfugié ici, sur ces personnes qui prennent ce risque-là de traverser la Méditerranée? Qu'est-ce que ça vous en entendez parler quand vous voyez les images aussi, quand vous entendez les témoignages? Qu'est-ce que vous en pensez? انت بتعرف انه في كثير لاجئين اخذوا الباتو اخذوا هربوا من تركيا على اوروبا عن طريق اليونان عن طريق الكذا. انت جيت بطياره يعني انت مدلل. انا لانه كيف بتشوف الظاهره انه قديش هن ليش اخذوا المجازفه انه بحياتهم مشان يجوا على اوروبا؟ اكيد لو ما في ضغوط ومضغوطين ما حد بيخاطر بهالمخاطره هاي. لذلك انا ما حاولت انه خاطر هالمخاطره، بس في ناس يعني مضطره انه تخاطر وتطلع هيك. يعني اكيد كل واحد عنده ظرفه، بس هي مخاطره بالنهايه. بس ما بنقدر نحكم على الناس يعني انه ليش طلع او ليش، لانه لو ما انه مضطر ما بيعرض حاله للخطر. يعني الخطر راح يكون الخطر اللي موجود عليه اكثر من البحر او اكثر من الحدود. La plupart des réfugiés vivaient en Turquie dans des conditions lamentables. Donc, ils ont pris le risque parce qu'ils préféraient prendre le risque et garder un espoir de réussir cette traversée plutôt de rester dans les conditions où ils se trouvaient la plupart des réfugiés. Ils sont des centaines de milliers, des millions, 4 millions de réfugiés syriens en Turquie. Il y a un tassement de population où on ne peut plus vivre, il n'y a pas d'économie qui le permet de vivre, il n'y a pas d'espoir, donc ils ont pris le risque, parce que le risque, c'est les continuités de risque qu'ils l'ont pris au départ quand ils ont quitté leur pays initial. Quand ils ont quitté le pays, ils ont pris un risque majeur. Aussi, ils ont pris un risque majeur quand ils sont révoltés contre le régime. Aussi, ils savaient que la mort au bout de leur révolte. Donc, c'est une chaîne, si vous voulez, des désespoirs et d'espoirs pour pousser la plupart des gens de prendre un risque majeur, important, pour garder certains espoirs de trouver un jour la paix. Donc, lui, il n'a pas pris ce risque. Il a préféré rester dans les conditions en Turquie, en espérant de pouvoir le faire un jour, mais étant donné qu'elle a le nombre des enfants très important, qu'elle a l'empêché de prendre le risque rapidement et aller vers l'Europe. Ces années-là de départ, de voyage, d'attente, est-ce que c'est au quotidien, là, aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez oublier ou que vous essayez d'oublier pour vivre avec? هلا انت بفرنسا تتذكر شو الاحوال اللي كنت فيها انت بتضلك تتذكرها كيف المصاعب اللي صابتك؟ اللي بحمص ولا اللي بحمص ولا اللي برا؟ لا اللي من حمص لتركيا اللي بتركيا. اكيد يعني اكيد ما بنسى يعني، بس عم حاول اشغل حالي بشيء مشان انسى، بس اكيد ما راح انسى يعني. الشيء اللي صار، الجوع، الحصار اللي كنا فيه، المخاطر اللي طلعنا فيها، هذا أكيد ما بننسى يعني إحنا كنا طالعين على الموت مثل ما بيقولوا يعني، بس الأمم المتحدة هي كانت كفيل بطلعتنا أو تمرينا. Donc c'est difficile d'oublier ce qui s'est passé avec eux. C'est très difficile. Maintenant, on essaye de faire quelque chose qui nous permet d'oublier relativement. Mais on vit toujours ce cauchemar jusqu'à aujourd'hui. Ça continue, le cauchemar, parce que les conditions ici ne sont pas très, très favorables toujours de pouvoir
oublier, de pouvoir oublier ce qui s'est passé. Donc ça continue d'une façon ou d'autre, c'est la peur, le désespoir, mais c'est un traumatisme global, mais c'est un traumatisme personnel, et c'est un traumatisme des millions de gens qui... Il ne faut pas oublier que la moitié des Syriens qui ont quitté la Syrie. La Syrie, 24 millions, il y a 12 millions de réfugiés qui sont partis de la Syrie dans des conditions pas toujours les mêmes, mais toujours elles sont passées par la Turquie, par le Liban, par la Méditerranée, par la Libye, parce qu'il y avait des gens qui ont pris la terre vers le nord africain, et les nord-africains, ils ont essayé de prendre le bateau ou les parcs pour arriver en France. Aussi, ils sont des gens arrivés jusqu'au Maroc et ils sont passés en Europe par l'Espagne. Ça veut dire par le Maroc. Il y a beaucoup de centaines de milliers de gens qui sont partis comme ça. Donc, oublier, non, on ne peut pas oublier. Et ça nous aide aussi de ne pas oublier parce que pour lui, il ne faut pas oublier. Donc, il y a une volonté de ne pas oublier parce que un peuple qui n'a pas de mémoire, il n'y a pas d'avenir. Donc, dans ce mécanisme, eux, ils essayent de vivre, revivre, survivre pour passer ce stade comme tout le monde. Merci à tous les deux. Isabelle Rigoni, je vous ai présenté, vous êtes chercheur. Donc, la recherche est faite de rencontres, d'entretiens avec des témoins, avec des personnes. Vous connaissez la Syrie, vous avez voyagé en Syrie, vous connaissez d'autres pays du Moyen-Orient. Sur cette grande question qu'on pose depuis le début, sur le pourquoi du départ et la conscience et le pourquoi de la prise de ce risque, est-ce que vous pourriez peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a marqué, peut-être, comme on le dit depuis le début, c'est complexe, parce qu'il y a des situations très différentes, il y aurait beaucoup de choses à dire évidemment, mais qu'est-ce qui vous marque un petit peu, vous, dans votre travail de recherche, en pensant à cette question ? Alors, les causes du départ, elles sont vraiment très multiples. Il y a effectivement ce qu'on a entendu des réfugiés syriens qui fuient évidemment des situations de guerre, de conflit, peut-être plus dans certaines régions que dans d'autres, mais enfin, c'est quand même le cas dans toute la Syrie. On a des situations aussi de personnes qui viennent d'un petit peu plus loin, au Moyen-Orient. Je pense notamment à tous les Afghans aussi qui fuient leur pays depuis plus d'une vingtaine d'années, qui fuient leur pays pour se réfugier au Pakistan, certains d'entre eux en Iran aussi beaucoup, et puis certains d'entre eux arrivent jusqu'en Turquie et même jusqu'en Europe. Les raisons sont extrêmement diverses. Il y a fuir des conflits, il y a fuir, comme le témoigne Joël Akafou à travers son film, fuir des situations d'insécurité alimentaire, de pauvreté aussi, toutes ces de violence également, on n'en a pas parlé, mais de violence familiale, intrafamiliale également, lorsqu'il y a des recompositions familiales. Donc il y a une pluralité de raisons qui font que les personnes fuient, et les raisons sont toujours bonnes en fait, et sont toujours très difficile. Le choix en fait de la migration est toujours très difficile. En fait, c'est pas du tout un choix de facilité. C'est toujours un choix extrêmement difficile à prendre pour les personnes qui vont risquer leur vie aussi dans les différentes traversées, que ce soit la traversée maritime par la mer, par l'océan aussi. On devrait parler effectivement, Joël Akafou peut en témoigner également, de toutes les traversées qui ont lieu de plus en plus par l'océan Atlantique, depuis les pays d'Afrique de l'Ouest, avec des risques aussi énormes, puisque la mer Méditerranée est extrêmement dangereuse, mais l'océan Atlantique l'est largement tout autant. On a même des traversées, alors là c'était très marquant aussi de voir qu'il existe aussi des traversées depuis le continent africain jusqu'au continent américain, sud-américain, donc des traversées de l'Atlantique qui sont un petit peu plus rares mais qui existent quand même aussi. Et puis on a le cas aussi de réfugiés syriens qu'on voit aujourd'hui arriver et passer par la Guyane française.
Donc ça, c'est relativement récent, mais on a plusieurs centaines aujourd'hui de familles qui partent du Liban, justement, qui passent par le Liban, qui prennent l'avion et qui arrivent en Guyane française parce que c'est l'espoir d'après, depuis la Guyane, pouvoir arriver en métropole. Alors ça veut dire beaucoup d'argent dépensé, ça ne veut pas dire que ces familles sont riches du tout, mais qu'elles passent des années à économiser et à emprunter de l'argent pour pouvoir se payer un billet d'avion. Et ensuite, en Guyane, elles vivent dans des situations sanitaires assez effroyables, puisque la Guyane étant elle-même un territoire l'un des plus pauvres de France. Donc dans des situations sanitaires quand même très très compliquées, et c'est de nouveau de nombreuses années avant de pouvoir avoir l'espoir d'arriver en France métropolitaine. Donc voilà, des situations très compliquées au départ, très diverses, et surtout ce choix de la migration est extrêmement douloureux de toute façon. Enfin, on le voyait avec Joël Akafou, qui disait très clairement, pour Bourgeois par exemple, il lui avait envoyé de l'argent pour sortir de la prison, pour payer la traversée. Donc, les traversées coûtent beaucoup d'argent pour les personnes qui prennent ce risque. Donc, par rapport à un stéréotype qu'on peut avoir aussi, vous en avez dit quelques mots, voilà, sur, disons que c'est les personnes les plus pauvres qui arrivent en Europe. C'est pas forcément le cas. Et est-ce que ça veut dire aussi une organisation collective familiale au départ pour réunir les sommes, soit par le travail, comme vous disiez, par les économies, soit par une organisation un peu plus large, pour avoir l'argent simplement pour faire cette traversée. Donc ça veut dire qu'il y a une conscience collective aussi, qu'il y a des personnes dont on accepte et qu'on soutient pour prendre ces risques, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Oui, effectivement, on voit souvent de solidarité familiale importante ou des solidarités communautaires au niveau très local. Ça peut être des solidarités au niveau d'un quartier ou d'un village. Parce que c'est nécessaire, parce que si on n'a pas d'autre choix que de partir, il faut bien essayer de trouver de l'argent quelque part, et trouver de l'argent quelque part, c'est effectivement par le travail, mais le travail n'est pas toujours possible, c'est l'une des raisons d'ailleurs de l'exil aussi. Donc les solidarités familiales sont très importantes, non seulement pour payer le prix, le coût du voyage, mais aussi pour permettre à certaines personnes de sortir de prison, par exemple, en Libye, où effectivement en Libye, les personnes qui passent par la Libye, les migrants qui passent par la Libye, sont très souvent enfermés dans des camps, dans des prisons, et la seule solution d'en sortir, c'est de payer une rançon, en fait. Donc oui, les solidarités familiales comptent beaucoup, permettent aux personnes de pouvoir partir, mais ensuite il faut rembourser. Donc quand on est arrivé, une fois qu'on est arrivé en Europe, il faut effectivement pouvoir travailler, et ça c'est très compliqué, c'est un autre aspect du problème, c'est que les personnes qui arrivent jusqu'en France et dans d'autres pays européens n'ont très souvent pas la possibilité de travailler, puisque lorsqu'on est demandeur d'asile, il faut attendre officiellement 9 mois avant de pouvoir avoir l'espoir de travailler, et encore au bout de 9 mois, les conditions sont tellement difficiles, les conditions administratives et réglementaires sont tellement difficiles à acquérir que c'est extrêmement compliqué de travailler. Et c'est un autre problème, effectivement, qu'on peut souligner lorsqu'on arrive en France, c'est que l'immense majorité des migrants et des réfugiés qui arrivent chez nous ont envie de travailler, ont besoin de travailler. Ils ne souhaitent pas du tout vivre au crochet de la société ou de l'État, mais on ne leur en donne pas la possibilité de travailler. Florine le disait quand elle parlait des personnes qui étaient sauvées. On sait aussi que chaque année, il y a des milliers de personnes qui ne sont pas sauvées, donc qui meurent en Méditerranée. Ghassan parlait justement par rapport à cette conscience du risque, qu'il y avait eu des prises de risque avant, qui faisaient que celle-là, elle arrivait après d'autres risques qui avaient déjà été pris. Est-ce qu'au tout départ, d'après ce que vous en savez, est-ce que la conscience de ce risque existe? Est-ce que ce risque est connu? Parce que avec les différents réseaux, moyens de communication, maintenant, on peut penser que l'information circule. Et est-ce que ça change quelque chose, la connaissance de ce risque? Le risque est connu, ça fait très longtemps que le risque est connu des populations qui partent, mais le risque est néanmoins bon à prendre. On estime, la plupart des personnes qui partent estiment qu'elles n'ont pas le choix. En fait, il faut partir parce que la situation est devenue tellement intolérable ou impossible à vivre que pour sauver sa vie ou pour sauver sa famille, il faut partir. Et donc ce risque du départ, ce risque de la traversée, qu'elle soit maritime ou terrestre, parce qu'on n'a pas parlé des traversées terrestres,
terrestre aussi à travers les pays d'Europe centrale et orientale, où là on risque aussi sa vie, puisqu'il y a certains pays, je pense notamment à la Hongrie, la Pologne aussi, mais particulièrement en Hongrie, où depuis quelques années les policiers hongrois ont le droit de tirer à balles réelles sur les populations migrantes et réfugiés qui traverseraient le pays. Donc ce risque, il existe partout, qu'on traverse la mer, qu'on traverse par la route. Malgré tout, il est connu des populations qui partent, mais il est quand même pris parce que c'est la seule solution pour s'en sortir et pour sauver sa vie et celle de sa famille. En octobre, donc le mois dernier, 140 personnes sont mortes au large du Sénégal. Et on estime qu'il y a plus de 414 précisément, Sénégalais qui sont morts en mer depuis le début de l'année 2020. Il y a eu beaucoup de réactions au Sénégal, de mobilisation en signe de deuil, mais aussi peut-être de protestation. Donc là aussi, c'est un regard d'un pays ou de personnes au Sénégal sur ces migrations et sur cette prise de risque. Et comment vous analysez un petit peu ce qui s'est passé récemment au Sénégal dans les prises de parole et les mobilisations des personnes dans la société face à ces migrations et ces prises de risques? Oui, alors ça c'est très intéressant, c'est un phénomène tout récent, tout nouveau, qui apparaît, qui montre bien justement que les populations qui partent, les personnes qui partent, sont complètement conscientes de cette prise de risque, puisqu'aujourd'hui, donc on voit au Sénégal, alors peut-être qu'on va le voir aussi poindre dans d'autres pays, mais au Sénégal, on a vu donc ce mouvement, ce collectif des 480, tout récemment, qui a commencé à manifester, à faire des marches au Sénégal pour dénoncer justement le fait que des personnes sont obligées de partir et risquent leur vie sur l'océan, là non plus en mer Méditerranée, mais sur l'océan, puisqu'ils partent des côtes sénégalaises. Alors ce sont parfois des pêcheurs qui partent, puisque les pêcheurs n'ont plus la possibilité de pêcher, ramènent de moins en moins de poissons. Là, c'est aussi une des conséquences environnementales qui fait que il y a de moins en moins de poissons aussi, et le secteur de la pêche est extrêmement important au Sénégal, faisait vivre de nombreuses familles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc on a des pêcheurs qui sont obligés de partir, on a des pêcheurs qui se font passeurs aussi, puisque qui permettent à des gens en extrême pauvreté de pouvoir partir. Et donc on a ce mouvement des 480 qui est né justement d'une situation récente où vous le soulignez, ces plusieurs centaines de morts récentes, et notamment à la fin du mois d'octobre, on a eu en l'espace d'une semaine plusieurs centaines de morts au Sénégal, au large des côtes du Sénégal. Et donc on a ce mouvement, surtout issu de la jeune génération, qui dénonce le fait que ces jeunes doivent partir pour sauver leur vie, pour gagner leur vie et pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Et donc on a ce mouvement des 480 qui réclame au pouvoir politique sénégalais davantage de créer des emplois, de prendre cette question de la migration au sérieux, en fait, et de donner un espoir à la jeune génération et de donner des moyens en termes d'éducation et en termes d'emploi aussi. Donc là, c'est très important parce qu'on a des mouvements qui commencent à apparaître dans des pays d'origine pour demander et pour réclamer aussi à leur gouvernement des emplois. Alors des emplois et un espoir. Alors c'est pas simple parce que on a vu aussi en Syrie que la population s'est soulevée et que la population a été extrêmement réprimée. C'est pas simple non plus de se soulever contre son gouvernement. Joël Akafou, est-ce que, par rapport à ce dont vient de parler Isabelle Rigoni au Sénégal, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des mouvements comme ça? Est-ce que ça provoque des réactions de la sorte, les migrations et la prise de risque et les nombreuses personnes qui meurent Au fait, la prise de risque, pour moi, on prend ce risque lorsque, comme le disait la phrase, mieux vaut mourir sur la mer que de mourir devant ma mère. On prend le risque lorsqu'on est déjà mort chez soi, au fait. Et quand on a un pays comme la Côte d'Ivoire, avec les richesses qu'on connaît, on se demande comment on arrive à là, parce que, prenons l'exemple de la pêche, la Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays côtier, et il y a la pêche ici, mais on sait comment les poissons sont, je dirais, c'est vrai qu'on parle de changement climatique et autres, mais les bateaux chinois qui pêchent sans rien laisser à des minutes, ça fait que
les villages côtiers n'arrivent plus à avoir des poissons. Moi, j'étais tout dernièrement sur la côte et les pêcheurs se plaignaient. Ces gens-là, ils risquent de mourir de faim. Et quand on extrait tout chez l'autre, l'autre ira chez toi. Et après, il n'y a pas de mouvement déjà parce que l'État ne reconnaît pas. Ça, il faut le dire sans faux fuyant. Notre président a dit que ce n'était pas des Ivoiriens qui partaient en Europe, que c'était des étrangers qui transitaient par la Côte d'Ivoire. Déjà, c'est écœurant. Donc, de ne pas reconnaître qu'il y a des jeunes qui meurent sur la Méditerranée, c'est aussi de ne pas reconnaître qu'on est incapable d'offrir du boulot, une sécurité sociale, de sortir des familles de la famine dans son pays. Et quand on n'est pas capable de reconnaître ça, tout le monde risque sa vie pour un lendemain meilleur, ou soit pour sauver sa famille, au fait. Parce que rester au pays, c'est accepter de mourir avec toute sa famille. Et dans toute famille, il y a quelqu'un qui va risquer sa vie pour sortir la famille. On parlait tout à l'heure de votre personnage, mais dont vous êtes proche, Bourgeois. Où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Il est à Paris. D'accord. Il est à Paris. Comme vous voyez dans le film, Brigitte est venue le chercher pour finir. Ils sont restés 9 mois, ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé chez un pote à Paris. Par contre, Kader, qui est resté en Italie, a eu un séjour de 2 ans en Italie. Et du coup, dès qu'il a eu le séjour de 2 ans, Kader m'a appelé, j'ai eu le séjour, je vais rentrer au pays. C'est pour revenir, mais je sentis qu'il avait besoin, il a besoin du papier avant de revenir, mais je ne pense pas qu'il restera un jour en Europe pendant 10 ans, non, c'est clair. Les gens, il y a des personnes qui ont envie de bouger, d'aller là, d'aller où ils veulent. Et on parle de famine, on parle de misère, mais aujourd'hui, je me rends compte que comme bourgeois, j'ai bien envie, je peux faire 3 mois à Bordeaux, 3 mois là. Je suis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais en décembre, j'irai soit au Burkina ou au Sénégal. On a envie de partir partout, on est plus libre. Merci. Nawaf, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des personnes qui sont réfugiées au Liban, en Turquie, en Jordanie ? Parce que j'ai entendu dire, il n'y a pas longtemps, que le régime syrien dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Syriens qui sont en Europe, qui veulent revenir, mais que c'est l'Europe qui les empêche de revenir, qui leur interdit de revenir au pays. En tout cas, est-ce que... donc c'est une phrase qui est évidemment assez terrible, qui montre encore une fois une autre manipulation de ce régime. Qu'est-ce qu'il en est des personnes qui sont dans les pays limitrophes ? Est-ce qu'il y a des retours au pays aujourd'hui ? C'est la propagande du régime syrien qu'il dit de retour, appuyé par le régime russe. Il pense qu'il va faire de sorte de reconstruire la Syrie et les réfugiés ils peuvent revenir dans leur pays. Tout ça, c'est pour donner encore et encore un genre de possibilité que le régime syrien elle reste à sa place. Bien sûr, pour réaliser les intérêts de lui-même et de ses alliés, surtout les Russes et les Iraniens, avec une stratégie connue, l'intérêt de la Russie et de l'Iran dans cette région. Nous, objectivement, concernant les réfugiés en Europe, on a fait des statistiques réelles avec une société norvégienne, une association norvégienne qui s'intéressait, elle était chargée par les États-Unis, par les Nations Unies pour faire savoir la position des réfugiés syriens. Même localement, nous, on a fait une statistique, si vous voulez, de poser la question suivante. Est-ce que vous voulez revenir ou vous voulez revenir actuellement en Syrie, sans donner la réponse si il dit non ou oui. Donc 99 de réfugiés syriens ici, ils ne veulent pas revenir en Syrie. Bien sûr, se connaît sans demander pourquoi vous ne voulez pas revenir, parce que le régime, il existe. Ça veut dire la raison pour laquelle ils étaient partis, elle est toujours là, voire plus. Il y a certains aventuriers qui sont essayés de revenir en Syrie, mais ils sont en prison. Hein? S'ils ne sont pas disparus, ils sont en prison. Concernant les pays autour de la Syrie, il y a presque 1 million au Liban, 700 000. Il y a 4 millions en Turquie. Il y a 1 million presque en Jordanie. Vous demandez à ces gens,
de revenir, il ne peut pas. Les pays, le Liban, ou le Jordanie et la Turquie, ils ne sont pas contre que les gens reviennent dans leur pays. Et l'Europe, elle n'est pas contre, au contraire, elle facilite les gens qui veulent revenir en Syrie parce que pour une raison de lobby politique, économique ou autre, elle veut que les réfugiés, elle était obligée d'accepter les réfugiés. Ce n'est pas une charité, quoi. Hein. Il y a des conditions économiques et sociales et humaines qui a obligé l'Europe d'accepter ces réfugiés par... Donc, la possibilité réelle que le réfugié syrien revienne en Syrie, c'était une possibilité impossible. Il n'y a pas d'impossibilité que les gens reviennent. Merci, on arrive au terme de cette heure de discussion et de rencontre. Donc, merci à Ghassan Al-Taba, Nawaf Safadi, Florine, Isabelle Rigoni, Joël Akafou. Donc je rappelle que toutes les rencontres des AOC, la 13e édition cette année, du 1er au 12 décembre, sont donc sur www.aocégalité.fr. Voilà, merci à tous et puis on se quitte avec un petit peu de musique. Merci. Yepa untariazia yepa 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 ponon vice quando tole naminu de icheo wana mo agbon Bweni nami noe icheo Wakana fon e kaka Dokpele Do veye tongbo e goitole Kanogi goe Dodo kunye ton leji Yepa untariazia Yepa Yepa untakiazia Yepa 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 untariazia Yepa Yepa untakiazia Yepa Tum 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 tikatan kanta tika tika kikan kanta katan kum kum tikatan kanta tika tika tikan gung 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 tikatan kanta tika tika tikan kanta tan kum kum tikatan kanta tika tika tikan yepa 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 untariazia yepa yepa untakiazia yepa Yepa untariazi ba yepa Moi j'ai fait mon premier sauvetage, ça fait 2 mois. Il y a des femmes enceintes, des enfants, des nourrissons. Ils sont en danger de mort. Ils sont là, ils tendent la main vers nous. Et nous, on va les secourir, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Les équipes de SOS Méditerranée ont déjà sauvé plus de 30 000 personnes en détresse. Ensemble, sauvons des vies en mer, faites un don sur sosméditerranée.fr.